Bonjour. Dans cet enregistrement, nous allons travailler quelques exercices d'élasticité, en particulier le tenseur de contrainte. Voilà, les objectifs sont essentiellement manipuler les opérations sur les calculs relatifs au tenseur de contrainte, la recherche des directions principales, calcul des contraintes principales, calcul du vecteur contrainte, manipuler les conditions aux limites, etc. Utiliser l'équation d'équilibre pour calculer, par exemple, les inconnus du tenseur de contrainte. Et enfin, déterminer le tenseur statique, c'est-à-dire l'effet du tenseur de contrainte au centre d'une section à partir du tenseur de contrainte et en déduire la sollicitation correspondante. Voilà. Exercice 1. Soit en un point M d'un matériau, le tenseur des contraintes est défini dans la base orthonormée E1, E2, E3. Sa matrice représentative est sigma J 0,7 alpha, 3,6 alpha, 0, 3,6 alpha, 2,8 alpha, 0, 0,0, 7,6. Alpha est un paramètre de charge, c'est un réel. Question 1. Quel est l'état de contrainte en M pour alpha égale à 0? Question 2. Déterminer en fonction de alpha les contraintes et les directions principales. Que peut-on en conclure lorsque alpha varie? Troisièmement, en supposant alpha égale à 1, calculer la contrainte appliquée en M sur la section dont la normale a pour cosinus directeur racine 3 sur 2, 1 sur 2, 0, par rapport à la base E1, E2, E3. Voici l'exercice. Donc, prenez votre temps pour réaliser l'exercice. Solution. On commence par calculer les contraintes principales. Donc, le calcul des contraintes principales revient à calculer les valeurs propres d'une matrice. Donc, pour ceci, nous allons résoudre l'équation déterminant de sigma moins sigma i fois la matrice identité égale à 0. Ce qui va donner comme résultat, vous devrez obtenir comme résultat sigma 1 égale à 5,5 alpha, sigma 2 moins 2 alpha et sigma 3 égale à 7,6. On voit que sigma 3 il est toujours indépendant de alpha et il est égal à sigma 3, 3. Donc je peux remarquer maintenant que la direction x3 dirigée par le vecteur directeur 3 est une direction principale. Calcul des déterminations, des directions principales. Ça revient bien sûr à déterminer les vecteurs propres de la matrice. Alors, les vecteurs propres sont déterminés à partir de la résolution de l'équation suivante, c'est-à-dire sigma moins sigma i fois xi, pour déterminer le vecteur xi relatif à la contrainte principale sigma i. Soit, pour sigma 1, on va obtenir x1 de coordonnées 0,6, 0,8, 0 dans la base E1, E2, E3. x3 étant déjà en direction principale égale à E3. Pour calculer x2, donc il suffit donc de poser le produit vectoriel x2 égale à x3 vectoriel x1 et nous obtenons donc la deuxième direction principale x2. Remarque. Donc le repère principal, nous remarquons qu'il est indépendant de alpha, c'est-à-dire que lorsque alpha varie, les directions principales des contraintes restent parallèles à elles-mêmes. Deuxième remarque, c'est que le repère principal, mx1, x2, x3, s'obtient par une rotation de 53 degrés par rapport
repère initial. Pour le trouver, il suffit, par exemple, ici, voilà, x1, donc il fait 53 degrés par rapport à petit x1. Ben, il suffit ici, ça c'est le premier cosinus direction, il suffit de l'inverse du cosinus de 0,6. Et vous allez trouver donc un angle à peu près égal à 53 degrés. Calcul de la contrainte, calcul des vecteurs contraintes. Maintenant, on va donc utiliser la relation qui permet de calculer les vecteurs contraintes, qui donne donc le vecteur contrainte égale au tenseur de contrainte multiplié par la normale. La normale, il est du vecteur directeur racine de 3 sur 2, 1 sur 2, 0. Et notre tenseur de contrainte est celui donc, que nous avons posé au début de l'exercice. Ce qui donne comme résultat TMN égale à 2,4 alpha fois E1 plus 4,5 alpha fois E2. Voilà, donc à présent, voilà, nous avons cherché les contraintes principales, les directions principales et le calcul de la contrainte dans une section. Exercice 2. Dans cet exercice 2, conditions limites. Soit un barrage bois schématisé de façon suivante sur la figure 1. Ici, j'ai un barrage. Donc ici, il supporte la pression de l'eau et il est posé sur le sol, sur la face AB. D'accord. La face AB, donc c'est une surface libre. Donc ça, c'est à peu près c'est la forme du barrage. Donc supposons un tenseur de contrainte de la forme sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 2, sigma 2 et sigma 3, 3. Donc écrire les conditions aux limites du problème dans le plan x1, x2. Donc, pour ceci, on va essayer de calculer, si vous voulez, le vecteur contrainte dans chaque face. Solution. Je prends donc la face OA. Donc c'est la face chargée par la pression de l'eau. D'accord? Je suppose gamma E, je suppose que gamma E est la masse volumique de l'eau, c'est le poids volumique de l'eau par unité de longueur. D'accord? Donc là, j'ai le gamma E fois grand H. Ici, donc, j'ai une pression nulle. J'ai ici la pression maximale, gamma E fois la longueur H. Donc, le vecteur contrainte, je peux le calculer donc Q1M égale poids volumique de l'eau fois la distance x1, E2. D'accord? Dirigé dans E2. Ou calculons la contrainte en utilisant la relation suivante, c'est-à-dire le produit de la matrice de tenseur de contrainte fois la normale. D'accord? Et je vais écrire l'égalité avec ceci. Ce qui donne, enfin, de calcul fait, sigma 1,2 égale à 0 et sigma 2,2 égale à moins gamma E fois x1. Donc, sur cette face, voilà, les conditions limites me donnent sigma 1,2 égale à 0 et sigma 2,2 égale à moins gamma E fois x1, c'est-à-dire la pression de l'eau. Donc, j'ai ici que la pression de l'eau comme charge sur cette face. Condition sur la face OB, c'est-à-dire cette face. Donc cette face n'est pas chargée. D'accord? Je vais écrire ici que le vecteur contrainte égale à 0. C'est-à-dire donc Q1M égale à 0, soit une de donc moins cosinus I, sinus I, 0 la normale A OB. D'accord? Donc, voilà, donc ici, j'ai les composantes sont moins cosinus I et sinus I.
Donc, dans ce cas, nous pouvons exprimer donc la relation géométrique suivante entre x1 et x2. Donc, x2 égale à x1 tangente i. Les conditions aux limites sur la face orbite s'écrivent comme suit. Donc, les relations nous donnent cosinus i sigma 1, x1 tangente i de x1 tangente i, plus sinus i sigma 1, 2 de x1 tangente i de x1, x2. D'accord? Voilà tout ce que je peux écrire sur la face OB. Sur la face AB, il ne se passe rien volontairement, donc nous n'avons pas à exprimer de conditions aux limites. Exercice 3. Ça, c'est un exercice qui récapitule un peu tout ce que nous avons vu sur le tenseur de contrainte. Donc, soit un corps cylindrique, dont la génératrice est parallèle à l'axe X3, en un point quelconque M, on suppose le tenseur de contrainte est de la forme sigma ij égale à 0, sigma 1, 2, 0, moins kx2, sigma 1, 2, 0, kx1, moins kx2, kx1, 0. Avec une constante, les forces de volume sont négligées. Question 1. Si le corps est un cylindre de section droite circulaire, déterminez sigma 1, 2 pour qu'il soit en équilibre et que sa surface latérale ne soit pas chargée. Donc j'ai deux conditions ici qui vont me donner deux équations. L'équation d'équilibre et aussi je vais écrire que la surface n'est pas chargée. Deuxièmement, le système matériel étant maintenant défini par valeur absolue de x1 inférieure ou égale à x0, valeur absolue de x2 inférieure ou égale à y0, x3 inférieure ou égale à z0, et le tenseur des contraintes étant celui de la première question. Déterminer l'effet au centre de la face du tenseur des forces appliquées sur chacune des faces. x1 égale à x0, x2 égale à y0, x3 égale à z0. x0 et y0 sont des constantes positives. Solution de l'exercice 3, toujours donc le même tenseur. Donc là, on dit que l'axe x3 est parallèle à la génératrice. La génératrice, c'est ça. Tous ces lignes-là sont des génératrices. Voilà, ça, c'est une génératrice. Parce que lorsque je fais tourner cette droite par rapport à l'axe x3, je vais générer un cylindre. Donc c'est ça ce qu'on appelle la génératrice. Donc la génératrice, elle est parallèle, x3, il est parallèle à la génératrice. Donc, pour déterminer l'inconnu sigma 1, 2, nous allons utiliser, dans un premier temps, l'équation d'équilibre sous sa forme locale. Donc, cette équation sous forme locale s'écrit, lorsque donc je néglige les forces de volume, somme de I égale à 1, 3, d rond sigma ij sur d rond xj égale à 0. Voilà ce que donne dans les trois directions, direction x, la direction 1, c'est-à-dire suivant la direction x1, voilà la première équation, la deuxième équation, et enfin la troisième équation. Donc ce sont les trois projections suivant x, y et z. Voilà. Donc la projection suivant x1, voilà ce qu'il me donne. Il me donne le résultat sigma 1, 2 sur d rond de x2 égale à 0. La projection suivant y, il me donne d rond de sigma de 1 sur d de x1 égale à 0. Et puisque le tenseur est symétrique, donc sigma de 1 égale à sigma 1, 2, donc d rond de sigma 1, 2 sur x1, d rond de x1 et d rond de sigma 1, 2 sur d rond de x1 est égal à 0. Projection suivant z, voilà, elle me donne donc une équation triviale, 0 égale à 0. Voilà, donc sigma 1, 2 ne dépend ni de x1 ni de x2. Reste à vérifier si elle dépend de x3. Donc on va écrire donc sigma 1, 2 égale à f de x3 et utilisons la condition que la surface latérale n'est pas chargée. C'est la deuxième condition que je n'ai pas encore utilisée. Donc j'ai utilisé à présent l'équation d'équilibre. Maintenant, je vais utiliser la deuxième condition, c'est que la surface latérale ne soit pas chargée.
La surface latérale, c'est celle-là. C'est ça ma surface latérale. D'accord? De normale, voilà, la normale à la surface latérale, c'est la normale N au point M. Donc je dois écrire que cette surface, que le vecteur contrainte sur cette surface égale à 0. D'accord? Je vais écrire donc TMN égale à 0. Voilà. Donc la relation qui permet de déterminer le vecteur contrainte, que je peux donc écrire de cette façon, on me donne donc un vecteur nul. Ce qui donne, finalement, ce vecteur de coordonnées sinus θ f de x3, cosinus θ f de x3, moins kx2 cos θ plus kx1 sin θ égale au vecteur nul. Donc ces deux quantités ne peuvent être nulles, tous les deux à la fois, que si f de x3, quelle que soit la valeur de θ, que si f de x3 égale à 0. Donc la seule, voilà, donc le seul cas que nous pouvons donc avoir, c'est que sigma n2 égale à 0. Donc résultat final, sigma n2 égale à 0. Voilà pour la première question. Nous passons à la deuxième question. Le calcul de l'effet du tenseur des forces appliquées au centre des faces. Donc maintenant, on va, à partir du tenseur de contrainte, on va déterminer la sollicitation aux sections, dans les sections. On va prendre les sections, ce sont donc les faces. On va prendre la face pour laquelle x1 égale à x0, la face x2 égale à y0 et la face x3 égale à z0, c'est-à-dire les trois faces principales de notre cylindre. Voilà, pour ceci, donc, il faut calculer donc, la résultante des forces et celle des moments appliqués au centre de chacune des faces par les relations suivantes. C'est-à-dire la résultante R, qui est à l'intégrale des vecteurs contraintes sur ds. ds, c'est l'élément surface, c'est l'intégrale sur la surface. Et aussi l'intégrale sur la surface de la somme des moments appliqués à la surface au centre, au point R, par rapport au centre de la section. Au point M par rapport au centre de la section. Donc la description de l'exercice permet, voilà, de dessiner cette figure-là. Donc notre cylindre n'est plus de section circulaire, mais il est de section rectangulaire. D'accord? Donc la section rectangulaire, nous avons donc la face de dessus qui est comprise entre plus x0 et moins x0, entre moins y0 plus y0, et z, elle est entre moins z0 et z0. Voilà notre nouveau cylindre. Sachant que la définition d'un cylindre, ce n'est pas toujours la section circulaire. Un cylindre, dans le cas général, peut avoir n'importe quelle section, mais il doit avoir une hauteur. Il peut être de révolution comme il ne peut pas être de révolution. Donc le tenseur de contrainte est celui de la question numéro 1, d'accord? Et notre cas de figure est celui-là. Voilà donc la géométrie sur laquelle nous allons travailler. Et le tenseur de contrainte, donc les sigma 1, 2 sont égales à 0. Donc voilà ce qui reste comme tenseur de contrainte. Voilà, si je prends maintenant l'état de charge sur la face x1 égale à x0, c'est-à-dire cette face-là, définie dans le repère x2, x3. D'accord? Et ici, donc, x1 égale à x0, c'est une constante, c'est-à-dire, si je reviens un petit peu en arrière, c'est cette face. D'accord? C'est cette face du cylindre. Donc cette première face du cylindre, la normale à cette face est n égale à 1, 0, 0, c'est-à-dire cette face elle est perpendiculaire à x1.
Donc, soit M, donc un point quelconque de cette surface. Donc, le vecteur C1M, donc le vecteur C1M a pour coordonnées 0, x2, x3. On a juste x2 et x3. L'élément de surface, si je prends un élément de surface, donc la surface c'est x2 fois x3. Donc l'élément de cette surface c'est d de x2 fois d de x3. La contrainte appliquée à la face est t de mn égale à sigma ij fois n, ce qui va donner 0, 0, moins k, x2. Donc j'ai tous les éléments maintenant pour pouvoir calculer la réaction et le moment. Voilà. Donc pour calculer donc la résultante des forces appliquées sur cette face, d'accord, avec le vecteur contrainte égal à 0, 0, moins kx2, ds égale à dx2, dx3, la résultante R, dans ce cas, lorsque j'intégrale dx3 de moins z0 à z0, ça va donner 2 fois z0, x2 d de x2, ça va donner x2 carré sur 2 moins y0, y0, ce qui va donner, donc ici, tout calcul fait, y0, j'aurai un y0 carré moins y0 carré, ça va donner 0. Donc j'ai une résultante nulle. Je passe au calcul des moments. Donc une résultante nulle, ça ne veut pas dire que la surface n'est pas chargée. Il y a le cas, par exemple, de la torsion. Lorsque j'ai un couple, la résultante d'un couple égale à 0. D'accord? Mais le moment n'est pas égal à 0. Voilà. Pour le calcul des moments, donc avec toujours, donc, je rappelle toujours mes données sur C1M et D. Donc je vais calculer M par rapport à C1 égale à l'intégrale C1M vectoriel T de Mn ds égale à moins E1 l'intégrale de moins z0 moins y0 y0 k x2 carré d de x2 d de x3. D'accord? Donc d de x3 il va donner 2 fois z0 et x2 au carré il va donner encore ici 2 fois sur 3 y0 au cube, ce qui donne moins 4 sur 3k z0 y0 au cube de 1. Donc ici, ce que j'ai réalisé, c'est juste le produit vectoriel de ce vecteur avec celui-là. Si je mets donc ce produit vectoriel, donc suivant E1, il va donner x2 moins k x2 carré. Suivant E2, il va donner 0, puisque j'ai 2, et suivant E3, il va donner encore 0, puisque j'ai ici 2 fois 0. Donc la seule quantité non nulle, c'est moins k x2 carré. D'accord? Voilà ce qui donne ce fameux résultat. Voilà pour le moment. Donc j'ai un moment qui n'est pas nul et qui est dirigé suivant E1. Ça veut dire ici que j'ai une torsion, d'accord? Un moment de torsion dirigé par E1. Un couple qui donne la résultante égale à 0, mais un moment de torsion qui est différent de 0. Je passe maintenant à la section, ou à la face x2 égale à y0. Donc c'est ça, c'est la face x2 égale à y0, c'est la face, si vous voulez, de droite ou la face de gauche du cylindre. Donc cette face, elle est dans le plan x1, x3. D'accord? Si je prends donc un point M, quelconque, donc la normale à la face, c'est n égale à 0, 1, 0. Donc si je prends un, donc le C de M, et là donc ses coordonnées x1 et x3. D'accord? 1, 2. L'élément de surface, c'est celui-là. Donc la surface, c'est x1 fois x3. Donc l'élément de surface, c'est d de x1 fois d de x3. Donc je prends un élément de surface sur cette surface. La contrainte appliquée sur la face, elle va me donner Tmn, c'est-à-dire le produit classique
du tenseur de contrainte fois la normale, fois cette normale-là, et va me donner donc 0, 0, K, X1. La normale, donc T, le vecteur contrainte, il est dirigé vers E3. Le même calcul que celui effectué précédemment va donner donc R égale à 0, MC2 égale à moins 4 sur 3 K Z0 fois X0 au cube. Voilà, de même pour le dernier cas, c'est-à-dire la face ici, la face du haut ou la face du bas. On va prendre la face du haut pour laquelle, donc j'ai Z égale à Z0. Donc cette face, voilà, il se trouve dans le plan X1, X2. Si je prends donc un point M, donc C3M, il aura pour coordonnées X1, X2, 0, ds égale d de X1, d de X2. Le calcul des vecteurs contraintes aura les composantes suivantes. Et les intégrales, elles vont donner R égale à 0, MC3 égale à 4 sur 3, X0, Y0, K fois X0 carré plus Y0 au carré. Voilà, on récapitule. Enfin, donc, sur la face X1 égale à X0, voilà, donc le moment prend cette quantité, la résultante égale à 0. X2 égale à Y0, le moment, la résultante toujours égale à 0 et le moment prend cette quantité. Et enfin, pour la dernière, le dernier cas, donc X3 égale à Z0, le moment, il va prendre cette quantité, c'est juste calcul intégral. Conclusion, le solide est sollicité à 3 tensions suivant les 3 axes. Voilà, j'espère que ça a été clair et intéressant pour vous. Voilà, merci de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.